l'inspiration peut littéralement être partout. On peut même dire qu'il y a une différence entre créer des vêtements et créer la mode. Donc là, je vais juste présenter ma réserve de tissu. Un perroquet, qu'on appelle aussi pistolet. This is my house. Un couturier, ils auront besoin de ça. On regarde ça. À l'évidence, la mode n'a jamais été aussi accessible. Fast fashion, boom du marché de la seconde main, un nombre grandissant de gens qui lancent leur propre marque de vêtements, notamment sur les réseaux sociaux. Mais on va pas se mentir, lancer une marque de vêtements, ça demande du temps, de l'argent et surtout beaucoup de rigueur. En fait, beaucoup de gens se lancent dans ce marché parce qu'ils aiment la mode, mais il y a une différence entre aimer la mode, aimer s'habiller et lancer une marque de vêtements. J'ai l'impression que beaucoup de gens semblent avoir perdu de vue que la mode, c'est une industrie. On dit industrie de la mode. C'est une industrie, ça demande d'être fabriqué, ça demande un processus de fabrication et c'est pas aussi sexy que certains semblent vouloir vous faire croire. Et je pense que c'est à cause de cette méconnaissance que beaucoup de gens qui se lancent comme ça par passion, ils finissent par jeter l'éponge parce qu'ils ont sous-estimé en fait la charge de travail et d'investissement, que ce soit personnel et même financier, que ça représente. Mais même au-delà de la considération matérielle, je pense que les gens ne connaissent pas très bien, ne comprennent pas aussi comment se construit un vêtement, parce que du croquis au portant, il y a vraiment un très long processus dont je vais essayer de vous expliquer les principales bases aujourd'hui. Première étape, l'inspiration. Et je pense que c'est celle que beaucoup de gens préfèrent. Le fait de chercher des idées, partager les émotions que l'on a ressenties en observant quelque chose, en écoutant quelque chose, l'inspiration peut littéralement être partout. Bon, maintenant, avec Internet, la plupart des gens vont sur Pinterest pour trouver leur inspiration. Maintenant, un des problèmes avec Internet, c'est devenu un hub culturel où tout le monde va piocher ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que on va souvent aux mêmes endroits. Pinterest, je pense que c'est le site principal où on va pour chercher son inspiration. Et il arrive que des personnes se retrouvent à avoir les mêmes inspirations, voire même les mêmes images. Et c'est pour ça que, selon moi, ça explique certains problèmes de plagiat, voire même de similarité, si on peut dire des choses comme ça. Parce que autant je pense que des fois, il y a des personnes qui font clairement du plagiat, autant je pense aussi que des fois, comme on est dans une culture mondialisée où on va piocher nos idées au même endroit, on vient faire des choses similaires sans le vouloir parce que la source est similaire. C'est pour ça que moi, je vous conseillerais de chercher votre inspiration ailleurs que Internet. Il y a les musées. Sortez aussi, regardez la nature, la rue. Aujourd'hui, on dit que la mode, le luxe s'inspire de la rue. Avant, c'était pas forcément le cas. Mais vraiment, aller au fond des choses, même pas forcément des choses visuelles. Vous pouvez vous inspirer de mouvements culturels. Galliano, par exemple, était inspiré de la mode des incroyables et merveilleuses qui avaient lieu à la fin du XVIIIe siècle en France. Jean-Paul L'Espagnard s'est inspiré pour l'une de ses collections de la mode Decotora, une mode venant du Japon où les routiers arborent leurs camions de lumière très kira-kira. L'inspiration est partout. Et moi, je vous inviterai à voir plus loin que le bout de votre nez. Au-delà de l'évidence, au-delà de Pinterest, au-delà de ce que vous voyez sur les réseaux, sur Internet. Même par exemple la scène d'un film, un détail d'une peinture. Pour le coup, l'inspiration, c'est là où vous devez faire jaillir toutes vos hyperfixations. Et même au-delà des arts visuels, les livres, des sentiments, des choses que vous avez ressenties, ça peut vraiment vous servir d'inspiration. Moi, personnellement, je me suis inspirée d'un psaume de la Bible pour faire ma première collection, parce que c'était l'émotion que j'ai ressentie dans ce verset. Au-delà de choses vraiment visuelles, parce que ce verset-là ne parle pas de vêtements ou quoi que ce soit, mais c'est plus quelque chose de réactif. Comment j'ai réagi à ce chapitre et comment ça fait écho à l'appel que j'ai reçu en créant ma marque. Faites jaillir vos tripes. Ne cherchez pas à rentrer dans un moule, ne cherchez pas à être à la mode. Ça, honnêtement, c'est une des pires choses. Et personnellement, je le vois, les créateurs qui veulent se la jouer hype, les hype beasts, les gens qui veulent se la jouer à la mode, ça a tendance à très mal vieillir et à très mal perdurer dans le temps. On va passer au carnet croquis. Donc les carnets de croquis, c'est quoi? C'est vos carnets de recherche. Vous prenez des notes, vous pouvez dessiner, vous pouvez coller des choses. Vous en faites ce que vous voulez. Le format est libre. Donc vous prenez le format avec lequel vous êtes le plus à l'aise. L'avantage des petits formats comme ça, c'est que ça rentre dans le sac. L'avantage des formats un peu plus grands, comme ça, c'est que ça laisse plus de place pour dessiner. Donc après, vous pouvez en prendre plusieurs qui sont adaptés à différentes situations. Alors moi, je suis plutôt de la team papier, vraiment matériel. Moi, je suis dans le concret. Il y en a qui préfèrent prendre des notes sur leur téléphone. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Faites ce qui est le plus adapté pour vous. Alors ça, c'est un carnet de tests textiles. Donc, parce qu'une fois que vous avez fait les croquis, vous voyez les petits croquis à la main, c'est super important de commencer à faire des tests matières. Moi, je vous inviterai à vous déplacer en boutique. Si vous n'êtes pas encore très familier avec les matières, la main, le toucher, déplacez-vous pour voir à quoi ça ressemble. Apprenez aussi à comprendre un peu les termes techniques, le grammage, la différence entre une toile, une maille, du non-tissé. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, on a en tête quelque chose, une idée. Genre on dit ouais, je vais faire tel top avec telle matière. Et une fois qu'on va en magasin et qu'on touche le tissu, on se dit ah ouais non, peut-être que ce sera pas confortable. Peut-être que toutes les matières ne sont pas idéales pour tous les vêtements. N'oubliez pas qu'un vêtement, à moins que vous fassiez de la haute couture ou bien quelque chose des pièces qui vont être plus dédiées à des musées, n'oubliez pas qu'un vêtement est censé être porté. Et j'aurais même envie de dire est censé être lavé. Ça c'est tellement mon combat. J'ai l'impression que des fois les créateurs oublient
que les vêtements sont censés être lavables. Et personnellement, peut-être que je suis un peu trop terre à terre pour ça, mais même le concept de faire des vêtements qui ne sont lavables qu'au pressing, oui, mais France de Macron, quoi. Donc vraiment, familiarisez-vous avec les nuances qu'il y a dans les vêtements, le toucher, etc. Et vous verrez qu'avec le temps, ça vous viendra naturellement de dire « Ah, ouais, j'aimerais bien faire ce vêtement-là dans tel tissu, mais là, ça va pas, donc je vais devoir trouver un backup plan, un plan B, un plan C. » Soyez vraiment fluide, en fait, dans votre idée. Et pour moi, ce qui fait un bon designer, un bon créateur de mode, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux choses. Un créateur qui ne sait faire qu'une seule chose, avec qu'un seul type de personne, qu'un seul type de corps, pour moi, c'est plus des artistes que des créateurs de vêtements de mode. En fait, on pourrait même dire qu'il y a une différence entre créer des vêtements et créer la mode. Parce que des fois, il y a des gens qui créent la mode, une mode qui n'est pas forcément faite pour être portée tous les jours. Désolée, c'est un débat un peu profond. Donc, on va revenir au carnet de croquis. Donc ça, vous voyez, c'est un carnet de croquis qui est un peu hybride, où je dessine, où je colle des choses et où je fais des tests matières. C'est une étape qui vous demandera un peu de temps, mais vous verrez qu'elle ne sera jamais inutile. Parce que des fois, il y a des choses qui étaient bien en tête sur le papier, mais une fois que vous faites des tests, ça rend pas si bien que ça. Ça, c'est un test maille avec du tricot. Vous voyez l'inspiration, ça c'est une image avec des empreintes digitales qui ont été cousues. Et du coup, ça m'a inspiré à tenter de faire, vous voyez, la même chose avec des surpiqûres. N'hésitez pas à considérer ce carnet de croquis comme un objet 3D. N'hésitez pas à coudre dedans, à coller des choses. C'est votre carnet de recherche. Ça, c'est un carnet qui est un peu plus récent, qui du coup m'a permis de faire des recherches sur les motifs de ma collection qui est en vente sur atelierpapyrouge.com. Vous voyez, je me suis inspirée de motifs Cuba, donc un peuple qui vient du Congo, donc des figures assez géométriques qui ressemblent un peu à, vous voyez, le harlequin. Et ça, c'est le rendu. Donc je les ai adaptés en format numérique, je les ai envoyés à un prestataire et me les imprimés sur du coton. Un exemple où les tests tissus m'ont permis de créer un modèle définitif, c'est ceci. Donc j'avais des idées de créer, voyez, un sac doublé, un tissu principal en laine avec une doublure contrastée, voyez, et avec une sorte de matelassage qui prendrait forme grâce à de la ouate à l'intérieur. Mais j'ai remarqué que c'était un peu trop lourd, en tout cas avec de la laine. Du coup, j'ai refait le test avec de la gabardine de coton, avec une doublure en toile de coton, plus légère, toujours avec de la ouate à l'intérieur. Et là, c'était un peu plus fluide, un peu plus moelleux et j'ai retenu cette idée. Et ça a donné quoi? Ça a donné le sac Crash, qui sera bientôt en vente sur atelierpapyrouge. On a déménagé dans mon atelier. Donc là, je voulais juste vous présenter ma réserve de tissus. Je vous déconseille d'être aussi bordélique que moi, mais je vous jure qu'il fut un temps où c'était plus ou moins rangé. Mais c'était juste pour vous montrer, vous voyez, la quantité de tissus que j'ai. Pourtant, je fais des collections très restreintes, mais vous voyez le stock qu'il faut. Et même si c'est bordélique, par contre, j'archive en fait les tissus que j'ai, en fait, pour savoir où et quoi. Donc je les organise plutôt par couleur, le noir là, et aussi par matière. En tout cas, trouvez un moyen de vous organiser comme vous pouvez. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir, voyez, une énorme étagère avec des vrais rouleaux où je pourrais tout dérouler, parce que là, quand on plie comme ça, c'est un peu galère pour les re-remballer. J'essaie un peu de les enrouler, mais bon, c'est un peu une galère. Mais bon, c'est juste pour vous donner une image de la quantité de tissus. Ne sous-estimez pas les ressources qu'il faut pour préparer une collection, parce que quand on crée une collection, c'est comme un entonnoir. On fait des tests, on teste sur différents tissus pour savoir lesquels sont les mieux adaptés. Et du coup, ça nous fait une réserve comme ça avec plusieurs tissus. Mais au final, c'est bien, on a une petite réserve, on peut tester des choses. Là, j'ai des hennas, j'ai des toiles, coton, lin, j'ai de la fourrure, j'ai du polyester, j'ai de la broderie, j'ai plein de choses, donc je peux un peu tester. C'est jamais une perte en fait d'avoir autant de quantité, mais c'est vrai qu'il faut prévoir le rangement. Lorsque vous allez commencer le prototypage, c'est-à-dire commencer à créer le vêtement, donc que ce soit sur un mannequin, c'est ce qu'on appelle le moulage, soit en 2D sur du papier, c'est ce qu'on appelle le patronage, vous allez devoir choisir vos toiles.
Parce que une toile, c'est censé préparer le prototype avant d'utiliser le tissu définitif. Parce que c'est très rare qu'on arrive à faire le vêtement comme on veut dès le départ. Il y a très souvent des retouches à faire. Donc, on va pas prendre le vrai tissu pour faire le prototypage, surtout quand il coûte très cher. Donc, il faut choisir sa toile. Donc, c'est ça. En général, la toile, c'est plutôt jaunâtre. Ça a cette texture-là. Ça, c'est une toile de base. Si vous allez en école de mode, c'est ce type de toile qu'on vous demandera. Ça a une épaisseur moyenne. Par contre, si vous avez prévu de faire des modèles avec des tissus plus rigides, c'est plus logique que vous choisissiez une toile qui ressemble à la matière du tissu final. Donc, vous voyez, il y a différents types de toiles. Ça, c'est une toile un peu plus épaisse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici. La main est plus rigide, on va dire. Et ça, c'est un tissu que j'ai utilisé pour cette gabardine. Vous voyez, des tissus à peu près similaires. Parce que le problème, c'est que si vous prenez des toiles qui sont beaucoup plus légères, plus souples que le tissu final, ça ne va pas tomber de la même manière. Donc c'est vraiment important que dès le départ, vous preniez une toile qui ressemble le plus possible au tissu final. Je parlais de moulage tout à l'heure. Donc le moulage, c'est faire le prototypage directement sur le mannequin. Alors des mannequins, il y en a différents types. Il y a des mannequins classiques en bois, mais il y a aussi des mannequins qu'on appelle des mannequins réglables. Ouais, je crois que c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai. Les mannequins réglables, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est un mannequin réglable. C'est un mannequin qui peut s'adapter à plusieurs tailles. Donc là, vous voyez, on peut régler la poitrine, la taille et les hanches. On peut même régler le cou. Voilà, pareil au dos. Donc, je dirais que les différents types de mannequins ont leurs avantages et leurs désavantages. Ce type de mannequin réglable, l'avantage, c'est que pas besoin d'avoir plusieurs mannequins pour différentes tailles, mais je dirais que ça manque parfois de précision. Moi, quand j'étais en école de mode, on avait des mannequins, donc taille 38, 36, 40. On mettait des bolducs, vous voyez, sur la taille, ça permet d'avoir vraiment des mensurations fixes. Ici, là, des fois, c'est un peu bancal, donc c'est voilà, à prendre ou à laisser, mais c'est vrai que ça évite d'avoir 3 mannequins différents pour 3 tailles différentes. Donc vraiment à voir comment vous préférez. En tout cas, en école de mode, vous n'allez pas travailler sur ce type de mannequin, vous allez travailler sur des mannequins classiques, taille fixe en bois. Idéalement, moi j'aimerais bien aussi en avoir, mais je crois que c'est plus cher, non? Quoique je crois que ces mannequins-là sont plus chers. À voir. Mais je trouve que personnellement, par rapport à mes besoins, ça correspond plus à ce que je veux. Et du coup, le moulage, ça se passe directement sur le mannequin. C'est-à-dire que vous allez prendre votre toile, et vous allez directement poser le vêtement pour essayer de le construire à cette manière. Alors, il y a le moulage et le patronage, c'est un peu 2 écoles, mais qui sont au final complémentaires. Genre en école de mode, vous allez apprendre à faire les deux, mais en général, les couturiers ont des préférences. Moi, je dirais que c'est peut-être le patronage, parce que moi, je suis plus carré, voilà, les mesures. Le moulage, c'est peut-être plus quelque chose de plus expressif, quelque chose de plus instinctif. Après, la partie un peu plus compliquée du moulage, c'est qu'une fois que le vêtement est bien sur le mannequin, il va falloir retirer la toile et essayer de reconstruire, placer des repères pour pouvoir reconstruire le vêtement une fois à plat. Donc ça demande un peu de gymnastique mentale. Je dirais que lorsqu'on est débutant, vraiment débutant, moi je conseillerais le patronage. Ça permet de faire les choses de façon carrée et après on le pose sur les mannequins. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous, comment votre cerveau fonctionne. Et mais aussi, c'est toujours important. Enfin, moi, je conseillerais de savoir maîtriser les deux un minimum. Mais après, vous pourrez avoir vous-même vos propres préférences. Donc là, je vous présente mon plan de travail. Et je voulais vous faire un petit focus sur les principaux outils de couture. Il y en a plein d'autres, mais je voulais juste vous montrer quelques-uns. Donc il vous faudra du scotch, mais pas n'importe quel scotch, ce sera du scotch cristal. Pourquoi du scotch cristal? Parce que vous voyez, là je vous ai mis du scotch classique, et le scotch classique c'est du scotch qui est avec du plastique. Or quand c'est du plastique, c'est dur de réécrire dessus, notamment au crayon papier. L'avantage du scotch cristal, vous voyez, il est un peu plus mat, et c'est possible de réécrire dessus. Et ça c'est super pratique lorsque vous faites des patrons et que vous mettez du scotch pour coller des morceaux. Et bien comme ça votre tracé, vous pouvez retracer par dessus. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, ça c'est un marqueur que j'aime beaucoup. Donc c'est de Pilot Twin Marker. Il est super bien. Il écrit sur tout et n'importe quoi. Il est indélébile. Il a deux tailles. Il a une taille fine et une taille, vous voyez, un peu plus feutre. Donc vraiment, je vous conseille. Ici, on a une règle japonaise. Donc les règles japonaises, c'est ça en fait. Ça permet d'avoir un angle droit ici et il y a plein de petits repères en fait. Vous voyez ça, on a 1,5. C'est une sorte de règle ultra précise qui permet de faire des mesures assez rapidement. Donc on appelle ça règle japonaise parce que j'imagine que c'est des japonais qui ont inventé ça. En école de couture, on vous demandera obligatoirement ce type de règle là. Ensuite, un équerre. Celui-là il est assez grand, donc c'est pratique pour créer des longs angles droits, surtout lorsque vous faites des jupes, des pantalons. Un perroquet qu'on appelle aussi pistolet parce qu'il a la forme qu'il a. Donc ça permet de faire les courbes. Des ciseaux. Très important, il faut des ciseaux différents pour le papier et pour le tissu. On ne découpe pas avec les mêmes ciseaux parce que du coup ça les abîme. Alors ça c'est un, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un roll-on et ça permet de recopier en fait les patrons
sur du papier. Par exemple, sur du papier, ça va perforer le papier et ça permet du coup de faire un tracé en relief sur lequel on peut redessiner avec du crayon. Les épingles, évidemment. Un crayon blanc, personnellement, moi je suis pas fan des crayons blancs, je trouve que ça manque de précision, on voit que dalle. Moi, je sais pas si c'est bien, mais moi je préfère le Tipex. J'utilise du Tipex, alors c'est pas évident sur les vêtements, faut pas que ça se voit en fait. Mais je trouve que la craie, même là j'ai une craie jaune, je trouve que c'est pas ouf en fait. Je crois pas qu'en 2025, on n'a toujours pas créé en fait un moyen de trouver un stylo qui marche sur tous les vêtements en fait. Et du papier carbone, donc ça marche avec ça là, pour marquer sur les tissus. Donc autant sur le papier, on n'a pas besoin de papier carbone parce que ça, vous voyez, ça crée des reliefs, ça creuse, mais quand on travaille sur des tissus, il faut de la couleur. Donc je vous conseille d'en avoir de plusieurs couleurs, en jaune, en rouge, en bleu, en blanc. Comme ça vous permet de marquer sur des tissus de différentes couleurs. This is my house. En tout cas, la maison de mes fournitures. Ça, c'est les aiguilles machines. On ne coupe pas avec la même aiguille du jean, de la maille, de la toile. C'est vraiment important d'avoir différentes aiguilles pour différents tissus. Donc ça, c'est des aiguilles à broder. Et vous voyez, il y a des tailles variables. Celles-ci à gauche sont beaucoup plus épaisses que celles-ci à droite. Ça dépend de l'ouvrage qu'on veut faire. Des épingles, parce que c'est vrai que j'en ai quasiment plus. Les épingles, vraiment, préparez-vous à faire des stocks, parce que ça part hyper vite. On ne sait pas où est-ce qu'elles vont, mais elles vont. Ici, là, j'ai plusieurs étagères pour les différents types de couleurs de fil. Donc, fil noir, vert, bleu, blanc. Tac. Ça, c'est tout ce qui est galon. Donc, c'est assez pratique pour faire des tests. Des billets de différentes couleurs, ici. Toutes sortes d'attaches, que ce soit des boutons pression ou des pinces, je sais pas comment ça s'appelle ça, des pinces crabes. Des élastiques. Une petite trousse de secours. Je l'ai un peu braqué entre temps. Si c'est un découvite. Il y en a de plusieurs tailles. Ça, c'est la taille de ceux que vous aurez quand vous achetez votre machine à coudre. Et en parlant de machine à coudre, je vous présente la mienne. Donc, elle a fait un peu son temps. Elle ne fonctionne plus très bien. Mais vraiment, je vous conseille d'apprendre à manipuler une machine à coudre familiale. Pas forcément industrielle parce qu'elles sont beaucoup plus chères et plus compliquées à utiliser. Si vous êtes débutant en couture, une machine familiale, ça sera déjà suffisant et ça vous apprendra à vous faire la main déjà sur les bases en couture. Vous voyez, donc là, il y a les différents types de points. Là, ça règle la longueur du point. Vous voyez, plus le chiffre est élevé, donc ça va jusqu'à 4, en tout cas, sur la mienne, ça va jusqu'à 4. Plus le chiffre est élevé et plus il est long, d'accord ? Là, en rouge, c'est pour faire les points boutons et ma machine ne marche plus, ne fait plus de points boutons. C'est pour ça que j'ai besoin de ma couturière pour faire les boutonnières. Donc voilà, mais normalement, vous voyez, en rouge, elle peut faire les boutonnières. Et ça, c'est la tension du fil. Donc, plus le chiffre est élevé, plus la tension va être élevée. Si vous faites un tissu qui est très fin, il va falloir mettre une tension plus forte parce que sinon, ça va être flou. Vous voyez, le fil va lâcher très vite. Et inversement, plus on baisse et plus le fil va être lâche et plus ça va être adapté pour les tissus épais. Voici à quoi ressemble un prototype. C'est pas joli, c'est en vrac, mais c'est le but, vous voyez. Donc il y a des toiles différentes, parce que je crois que j'avais plus la même toile, donc mais dans l'esprit c'est ça. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on ne se sert pas du tissu définitif, parce qu'on bricole, on retouche des choses, c'est pas joli. Mais c'est censé donner une idée globale du vêtement. Et lorsque vous travaillez avec des couturières ou des couturiers, moi, je vous conseillerais de les emmener avec vous, de leur montrer le prototype. Parce qu'un couturier, ils auront besoin de ça. Ils auront besoin de ça et de fiches techniques. Donc la fiche technique, c'est quoi ? C'est lorsque vous sous-traitez la production de vos vêtements. Parce que effectivement, autant il y a des personnes qui vont faire des vêtements pour le plaisir, de façon très artisanale, vraiment une pièce de temps en temps. Mais pour les personnes qui, comme moi, veulent se professionnaliser dans leur marque et pouvoir un jour en vivre, il y a de très fortes chances pour que vous sous-traitiez vos vêtements. En tout cas, si vous voulez grossir, grandir, il va falloir que vous sous-traitiez des vêtements. Donc, vous avez besoin et d'un prototype et de fiches techniques. Maintenant, si vous travaillez avec des sous-traitants étrangers, ça va être un peu plus compliqué de leur montrer les prototypes. Vous pouvez quand même leur envoyer par courrier. Je sais pas trop si ça se fait encore aujourd'hui. Je sais qu'à mon époque, lorsque j'étais assistante styliste, les stylistes allaient se déplacer directement chez eux, que ce soit en Inde, en Turquie. Et du coup, elles embarquaient les prototypes avec elles. Je sais pas si aujourd'hui, ils les envoient à la poste ou je sais pas comment ça se passe. Mais idéalement, je trouve que montrer les prototypes, ça aide beaucoup à la communication. En tout cas, ma couturière, elle aime bien quand je lui montre ça. Maintenant, si vous ne pouvez pas, il va falloir se reposer sur les fiches techniques. Et du coup, une fiche technique, c'est quoi ? La carte d'identité du vêtement. C'est-à-dire que vous allez donner toutes les informations sur le vêtement, que ce soit les finitions, que ce soit la longueur des parties, les dimensions, les fournitures nécessaires.
Vraiment, tout est archi détaillé. Plus votre fiche technique sera détaillée et plus vous allez économiser du temps et de l'argent. Et c'est là que la barrière culturelle joue le plus, en tout cas selon moi. C'est-à-dire que lorsque je parle avec ma couturière qui est expérimentée et qui a des choses, des zones de flou, parce que genre pour nous, on crée le vêtement, donc dans notre tête c'est clair, mais pour les couturiers et couturières, pas forcément. Donc des fois il y a des zones de flou. Et quand le couturier a de l'expérience et voilà, a du galon, il comprend ce qu'on veut dire. C'est pas le cas de tout le monde. Et surtout lorsque c'est des sous-traitants étrangers, on se rend pas compte, mais on a un esprit français, on a un goût français. Le goût français dans la couture, la façon d'avoir du bon goût, le bon goût à la française, je vous assure que c'est vrai. Et ça, ce bon goût, il est relatif. C'est-à-dire que le sous-traitant en Inde, cette zone de flou, où des fois, dans la fiche technique, c'est pas forcément clair, il va essayer de le remplir, ce trou, et ça va pas forcément être à notre goût. Des fois, ils vont faire des choses, mais on va se dire, mais what the fuck. Moi, quand j'étais assistante styliste, on se retrouvait avec des prototypes qui nous renvoyaient, pour faire parce qu'on faisait des tests, ils nous renvoyaient des prototypes, on se disait, mais pourquoi ils ont fait ça? Et c'était pas de leur faute, c'est juste que aussi de notre côté, des fois c'était pas forcément très clair et que du coup avec leur inspiration personnelle, ils ont voulu rabibocher le truc. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être le plus clair possible. En fait, plus le sous-traitant est éloigné, plus il va falloir être précis. Moi, quand je montre ça à ma couturière, c'est en vrac, mais elle habite à 10 minutes de chez moi. On peut s'appeler, je peux aller la voir, il manque ci, il manque ça. Voilà, c'est vite réglé. Mais si vous voulez avoir des sous-traitants étrangers, il va falloir être hyper carré avec les fiches techniques, mettre un maximum d'informations. Et autant je ne suis pas élitiste dans le sens où je pense que la création de mode, de vêtements est accessible à tout le monde, autant je pense que tout ce qui est fiches techniques, il va falloir un minimum vous former. Et moi, je suis super reconnaissante d'avoir pu apprendre ça en école de mode. J'ai pu voir en réel l'importance que c'était d'être hyper carré là-dessus, parce que on pouvait vraiment passer des semaines et des semaines à échanger sur des malentendus avec des prestataires qui habitaient à l'autre bout du monde. Et je vous assure que lorsqu'on a des deadlines là, c'est hyper stressant. Donc vraiment, pour vous éviter tout ce stress là, essayez de vous former au maximum là-dessus. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions précises là-dessus, parce que je pense que ça mériterait carrément une vidéo dédicacée là-dessus. Mais bon, je pense que c'est pas très sexy. Je suis pas sûre si tout le monde serait intéressé par là. La vidéo risque d'être un peu trop longue. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une chose qui est vraiment importante dans la création de vêtements, c'est bien tout ce qui est fiches techniques, informations techniques sur le vêtement. Et ça, comme j'expliquais en début de vidéo, c'est quelque chose que beaucoup de gens malheureusement ne voient pas. Eux, ils voient juste le croquis, les vêtements stylés, mais le côté moins sexy, le côté industriel, le côté industrieux, il me semble un peu l'ignorer, et pourtant c'est quelque chose qui est important et c'est au cœur de la production de vêtements. Je dirais même qu'au niveau du processus de création de vêtements, c'est ça qui va sans doute prendre le plus de temps. La production, du prototypage au test, au vêtement final, c'est vraiment ça qui va vous prendre le plus de temps. Et malheureusement, c'est ça qui est le moins sexy, c'est ça qui prend le plus, qui coûte le plus d'argent. Mais c'est comme ça. Encore une fois, le vêtement, c'est une industrie. Il va falloir mettre du pognon dedans. N'écoutez pas les gens qui disent oui, monte ta marque gratuitement. Non, ça c'est vraiment c'est de l'arnaque. Il va falloir que vous investissiez dedans. Et aussi, une dernière chose, méfiez-vous aussi des personnes qui disent oui, c'est du Made in France ou quoi? Qu'est-ce qui est Made in France? Parce que un t-shirt qui a été fabriqué, assemblé dans un pays étranger, mais qui est imprimé en France, est-ce que c'est vraiment du Made in France? Ça a été manufacturé à l'étranger et imprimé en France. Mais parce qu'il y a un peu de flou là-dessus, certaines entreprises, certaines marques disent Made in France. Oui et non. Moi-même, je travaille avec un prestataire qui imprime et qui brode en France, mais le vêtement a été fabriqué, assemblé au Portugal. Et je suis transparente là-dessus sur mon site internet. C'est pas le cas de tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, une fois sur TikTok, j'ai posé une question à une entreprise qui se targuait d'être Made in France. J'ai demandé, du coup, vous fabriquez vos t-shirts en France ou bien c'est juste l'impression que vous faites en France? Ils ne m'ont jamais répondu. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Encore une fois, je pense que toutes ces nuances, ça mériterait une vidéo à part, parce que là, j'ai pas envie que ça devienne trop long. Là, je suis plus là pour vous donner vraiment les grosses lignes de la création de vêtements. Vous voyez là, je pense que même dans la vidéo, la partie production avec la toile, la présentation du matériel, c'est ça qui va prendre le plus de temps, parce que effectivement, quand on crée un vêtement, c'est ça qui prend le plus de temps. La partie inspiration, croquis, etc. Je dis pas que c'est le plus facile, mais c'est surtout quand vous avez déjà votre idée, c'est assez rapide. Et puis en plus, ça vous coûte quasiment rien. Mais là, tout ce qui est prototypage, acheter le matériel, surtout quand vous êtes débutant, ça vous demande du temps et de l'argent. Et je tiens vraiment à être réaliste par rapport à ça, parce que moi je suis quelqu'un de sincère par nature. La mode, c'est une industrie qui est super difficile, mais moi j'arrête pas de dépenser de l'argent, bien personne d'argent. Je ne suis toujours pas encore à mes frais, mais c'est ma passion, c'est ma raison de vivre, c'est pour ça que je suis motivée et que je vais pas jeter l'éponge. C'est d'ailleurs pour ça que malheureusement il y a beaucoup de gens qui se lancent bien en tête dans le monde dans les fringues, pensant que c'est cool, qu'on va faire des selfies et tout. Non, c'est la plupart de votre temps, vous allez la passer derrière votre bureau, avec votre machine, à galérer, et c'est ça. Mais si vous êtes vraiment passionné, que vous aimez créer, parce que les vêtements c'est de la création, il faut avoir la rage quoi. Si c'est vraiment fait pour vous, malgré tout ça, vous allez vous accrocher. Je vais terminer cette vidéo en vous faisant quelques recommandations livres pour commencer dans la couture. Donc on va commencer
par ce livre-là, devenir modéliste. Donc ça a été édité par S-Mode, je crois. Ouais, S-Mode, donc l'école de mode. Et ça vous donne les bases en patronage. Donc comme je l'avais expliqué tout à l'heure, le patronage c'est faire des vêtements en version 2D sur du papier. Il y a un peu de calcul, un peu de mesure. Si vous n'êtes pas bon en géométrie, il va falloir commencer à vous y mettre parce que selon les modèles, c'est plus ou moins complexe, mais voilà, il va falloir faire des mesures, calculer. Moi-même, je suis pas forte en maths, hein, mais c'est accessible pour peu qu'on se concentre un petit peu. Donc ça permet d'avoir des bases pour les tops, des jupes, les cols également. Ça vous apprend aussi à faire des transformations. Donc je trouve que c'est une bonne base en fait pour commencer à comprendre comment fonctionne en fait la création de vêtements, à comprendre aussi que parfois d'un modèle à un autre, c'est juste des transformations en fait. Beaucoup de nos vêtements sont des dérivés l'un des autres. Et ça permet un peu de vulgariser la création de vêtements. On passe à toute la couture, donc ça c'est Hachette. Hachette a une bibliothèque de livres couture qui est vraiment impressionnante. Moi je vous les conseille, je dois avoir presque une dizaine de livres de cette gamme. Ils font plein de livres sur la couture, là c'est vraiment, vous voyez, la base des bases. Et les patrons sont fournis à chaque livre. Donc en fait c'est très simple, il suffit de les recopier. Ce sont des patrons donc taille réelle, donc pas de calcul, vous recopiez bêtement. Et ça vous apprend à faire vraiment des modèles de base, hein, que ce soit le top qui est en couverture, on a une jupe simple, des chemisiers, voilà. Il y a même une partie où ça vous montre les fournitures nécessaires, vous reconnaissez la règle japonaise. Donc vraiment, si vous commencez, je vous conseille ce livre, surtout si vous voulez éviter tout ce qui est calcul, géométrie, comme dans le livre d'S-Mode. Mais encore une fois, moi je vous conseillerais quand même d'apprendre un minimum de chaque technique. Même si vous n'allez pas être un spécialiste, apprenez quand même un minimum comment se crée un vêtement. Parce que des designers qui ne savent pas coudre, on le voit. Je n'en dirai pas plus. Toujours chez Hachette, on a Dressing Chic, donc c'est aussi pour les débutants je dirais. Là c'est des modèles un peu plus habillés, donc vous voyez on a des chemisiers encore, des robes. C'est un peu plus compliqué que le premier livre, mais c'est largement accessible, il faudra juste vous concentrer. On a même des sacs. On passe ensuite à la couture au masculin. Donc ça, c'est un livre qui est dédié à la couture, comme son nom l'indique, c'est pour la mode masculine. Vraiment, ça en a pas l'air comme ça, mais je vous assure que dans les vêtements masculins, on peut utiliser beaucoup de ces modèles chez la femme. Pas tous, mais certains oui. Ce que j'apprécie dans ce genre de livre, c'est que, vous voyez, c'est très 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 détaillé. Étape par étape. S'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu effrayés par la couture, ce genre de livre, c'est vraiment adapté pour vous. Et enfin, il y a les magazines de type Burda. Alors, ce type de magazine, je déconseillerais pour les débutants. Mais ils ont des modèles qui sont très intéressants. Donc, n'hésitez pas à les feuilleter, parce qu'ils ont vraiment de bons modèles parfois. Mais préparez-vous à ce qu'il y ait une difficulté assez élevée. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemblent les patrons. Voilà, voilà. Même moi, je m'y perds. Après, je suis pas une spécialiste de la couture. Mais même moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que... Burda, pour moi, c'est vraiment plus adapté aux couturières plutôt expérimentées. Même moi, là, je m'y connais un petit peu en couture, j'ai un peu du mal. Donc, faut vraiment avoir du niveau, quand même. En allant chercher ma carrière croquis, je suis tombée sur mon book de fin d'année, quand j'étais étudiante en mode. Oh, ça m'a rappelé des souvenirs. On regarde ensemble. Vous vous souvenez qu'on avait vu en début de vidéo, les tests de matière? Donc ça, ouais, j'avais mis les tests matière. Je sais plus c'était quoi le thème. Je crois que c'était les balais russes. Donc voilà, des dentelles. Ça, je crois que c'était la peinture spray, hein, je crois. Mais en tout cas, vous voyez, il faut vraiment pas vous limiter ne vous limitez pas. Vraiment tester. Là, c'était de la peinture. Ouais, ça, c'était de la toile de coton enduite, d'acrylique. Ouais, les balais russes sont pas avec des broderies. Donc ça, c'était le dessin, le croquis que j'avais fait. Un test. Et là, c'est la version brodée. Encore un test où j'avais appliqué de la broderie sur le dessin. On avait été à la bibliothèque des arts décoratifs et j'avais pris directement, j'avais recopié un des dessins. Les musées, c'est vraiment une mine d'or en fait. Vraiment, oubliez Pinterest. Pinterest, je dis pas, hein, c'est bien, mais rien ne remplacera les musées. Ouais, ça c'était une recherche de galon. Et j'ai essayé de les recopier avec des paillettes et des perles. Ça, je l'avais peint directement sur le tissu. Ça, c'était des suggestions de placement sur un tailleur. Ouais, ça, c'était des illustrations que j'avais faites sur le thème de l'exotisme. On va les sérigraphier. Ah, ça, c'était des illustrations de mode que j'avais fait. Oh,
On devait aussi préparer une collection enfant. Et ça, ouais, c'était mes croquis et le moodboard. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura intéressé. Et si jamais vous êtes intéressé par l'industrie de la mode, que vous avez envie de lancer votre marque, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et on se voit à la prochaine. Ciao!